Merci d'être avec nous pour cette troisième partie du Grand Journal. Vous pouvez nous écouter, vous le savez, sur l'application gratuite Radio Player France. Et ce, où que vous soyez, en France et dans le monde. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greilzamer. Bonjour Ilan. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme tous les lundis. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. On démarre, Ilan Greilzamer, évidemment avec les attentats d'hier dans la vieille ville de Jérusalem. La première crainte des autorités politiques et sécuritaires, Ilan, c'est que par mimétisme, d'autres Palestiniens puissent commettre des attentats comme ceux d'hier. Oui, évidemment, c'est un risque, mais de mon point de vue, c'est l'aspect politique qui est en arrière-fond, qui présente un intérêt. Il se trouve que le Hamas, dont nous savons qu'il dirige la bande de Gaza, essaye de s'implanter de plus en plus en Cisjordanie, en Judée-Samarie, c'est-à-dire contre l'autorité palestinienne de M. Mahmoud Abbas. Et ce n'est pas du tout par hasard que le principal attentat d'hier a été commis par une personnalité du Hamas. Et on a vu justement, juste après, des manifestations dans le camp de Chouafat de soutien au Hamas avec la couleur verte et les bandages verts qui sont très significatifs de ce mouvement. Donc, plutôt que de parler du problème que ça nous pose et qui est réel, je parlerai de ces luttes de pouvoir au sein des Palestiniens entre l'autorité palestinienne, le Fatah, et le Hamas, qui essaye de démontrer par ces attentats que c'est lui qui mène la vraie lutte contre Israël. Et cette rivalité, on l'avait vu à l'heure, notamment au mois de mai dernier. On avait vu que le Hamas tentait de s'implanter de plus en plus en Judée-Samarie, mais aussi à Jérusalem. Absolument. C'est une lutte entre deux forces politiques, entre deux gouvernements. Je dois dire qu'Israël n'a pas, en fait, grand-chose à voir avec ça. Le Fatah, l'autorité palestinienne, représente un courant nationaliste palestinien qui accepterait vraisemblablement l'idée des deux États avec Israël, tandis que le Hamas est une organisation terroriste qui cherche la destruction de l'État d'Israël. Ce sont deux perspectives palestiniennes opposées, et c'est sur cet arrière-fond que se situent les attentats d'hier, et peut-être, j'espère que non, ceux qui sont à venir. Et ce qui est intéressant de rappeler, Ilan Greilzamer, c'est la coopération depuis de longues années entre les forces israéliennes et les forces de l'autorité palestinienne, justement pour éviter une influence accrue du Hamas en Judée-Samarie. Absolument, on ne le dit pas assez, mais il y a une coopération sécuritaire très étroite entre Israël et l'autorité palestinienne de là. L'objectif des deux forces politiques, aussi bien Israël que l'autorité palestinienne, est d'essayer d'empêcher au maximum le Hamas et les djihadistes de pénétrer dans les territoires palestiniens de Judée-Samarie. Et on y arrive assez bien. Je signalerai par exemple le fait que lorsqu'il y a eu ces 6 évadés de la prison de Gilboa il n'y a pas très longtemps, ils n'ont pas trouvé de soutien sur place au sein de la population qui est sous la coupe de l'autorité palestinienne, et il y a une coopération. J'espère que cette coopération continuera. Nous allons vers des élections chez les Palestiniens. Nous ne savons pas qui sera le prochain président de l'autorité palestinienne. J'espère que ceux qui seront élus au Parlement palestinien voudront continuer, disons, dans la perspective de la paix avec Israël. Encore un mot sur le Hamas, Ilan Greilzamer. Les Israéliens ont salué la décision vendredi des autorités britanniques de déclarer le Hamas organisation terroriste, très précisément la branche politique, puisque la branche militaire elle était déjà. La branche politique et la branche militaire du Hamas sont désormais considérées comme organisation terroriste, et donc tout soutien à ces entités serait condamné par la justice britannique. C'est une grande victoire diplomatique pour les Israéliens ? Je ne sais pas si c'est une victoire diplomatique des Israéliens, c'est en tout cas très bien. C'est très bien, ça sert les intérêts d'Israël. Finalement, l'intérêt d'Israël est de renforcer le camp modéré parmi les Palestiniens
et d'essayer de mettre sur la touche les extrémistes, et en particulier le Hamas, le djihad islamique et tous ces mouvements terroristes. Donc la décision de la Grande-Bretagne, qui m'a surpris, qui a surpris beaucoup de monde, eh bien nous espérons qu'elle sera suivie par d'autres pays européens qui, d'un côté, donneront à l'autorité palestinienne et aux modérés palestiniens les moyens de fonctionner. Il manque beaucoup d'argent en Judée-Samarie pour l'autorité palestinienne, et d'un autre côté, essayer de minimiser au plus l'influence du Hamas et des extrémistes. L'événement politique du jour, Ilan Greisamer, c'est le début du témoignage très attendu de Nir Hefetz, l'ancien bras droit de Benjamin Netanyahu, au procès de l'ancien Premier ministre israélien. À votre avis, c'est un moment absolument décisif dans ce procès? Oui, tout à fait, parce que Nir Hefetz est le témoin principal de l'accusation contre Netanyahou. Il faut rappeler ce dont Netanyahou est accusé. Il est accusé d'avoir donné des avantages à Bezek, à la société Bezek dirigée par Alovitch, moyennant le fait que Walla, qui est lié à Alovitch, fasse des reportages positifs sur Netanyahou et c'est le dossier 4000 sur sa famille. Voilà, c'est le dossier qui est appelé le dossier 4000. Or, ce Nir Hefetz était plus que le bras droit de Netanyahou, c'était finalement son homme de confiance et qui avait tous ses secrets, et le voilà à nouveau, et le voilà à présent témoin contre Netanyahou. Il sait beaucoup de choses, il a beaucoup de secrets à révéler, et il faudra surtout voir dans la contre-expertise comment les avocats de Netanyahou essaieront de démolir d'une certaine façon le témoignage de Nir Hefetz. Je ne sais pas s'ils y arriveront. En tout cas, ce matin même, j'ai lu le reportage sur les déclarations de Nir Hefetz, et il faut dire que c'est assez explosif. Je ne sais pas trop comment Netanyahou arrivera à se sortir de ce pétrin. Et on a vu, concernant cette fois les affaires, le dossier 1000 en particulier, on a vu ces derniers jours aussi de nouvelles révélations être publiées dans les médias israéliens, oui, concernant les fameux cadeaux offerts au couple Netanyahou, en l'occurrence à Sarah Netanyahou. Peut-être un mot sur... oui. Oui, il faudrait dire plus qu'un mot, parce que, bon, évidemment, il faut distinguer la politique de l'appât du gain. Et Netanyahou, je pense, lorsqu'il aura quitté la scène politique, beaucoup de gens diront il a fait des choses très importantes pour l'État d'Israël. Il n'empêche que les révélations sur l'avidité, je dirais, de la famille Netanyahou sont dérangeantes qu'on soit de gauche ou de droite. C'est dérangeant d'apprendre que Sarah Netanyahou a demandé à ce tycoon Milchen de lui offrir un bracelet de diamant d'une valeur de $45,000. Bon, on pourrait dire que ce n'est pas criminel, c'est quand même la femme de celui qui était Premier ministre de l'État d'Israël, et c'est très gênant. Ce sont de nouvelles révélations. Disons que ça ne renforcera pas la défense de Netanyahou dans ce procès. On enchaîne, Ilan Greisamer, avec la bonne nouvelle de la fin de la semaine dernière, la libération du couple Oklin de la prison turque et leur retour en Israël, qui a évidemment été suivi par les Israéliens sur notamment la télévision. Et puis on a suivi cette famille retourner chez elle avec ses proches qui les attendaient après cette semaine cauchemardesque. Je vous pose un peu la même question que celle que je vous posais tout à l'heure, à savoir est-ce que la diplomatie israélienne, en l'occurrence le duo Bennett-Lapid, ont réussi un joli coup diplomatique, et surtout, est-ce que ça dit quelque chose d'une éventuelle évolution de la position du président turc Erdogan à l'égard de l'État d'Israël? Alors, c'est vrai que cette semaine israélienne a été, en gros, à part les attentats, bien sûr, une semaine assez positive. On a parlé de la reconnaissance par la Grande-Bretagne du Hamas comme organisation terroriste. Voilà une autre bonne nouvelle, une très bonne nouvelle, ça a été la libération de ce couple.
Oknin de Turquie qui est rentré sain et sauf à la maison après avoir été plus ou moins accusé d'espionnage en Turquie. Non, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce qu'a voulu le président turc dans cette histoire? Il n'y a pas de réponse vraiment convaincante. Voilà un couple de chauffeurs Eged de Modi'in qui sont arrêtés et accusés d'espionnage parce qu'ils ont photographié le palais d'Erdogan. On laisse entendre qu'ils vont passer de longues années en prison et que ça va être terrible. Et puis, d'un seul coup, ils sont libérés et rentrent à la maison. Qu'est-ce qu'a voulu le président turc? La thèse dominante est que, en fait, Erdogan voudrait un réchauffement des relations avec Israël. Il y a eu des appels du pied. Il a parlé avec le président Herzog après l'élection d'Herzog pendant 40 minutes, ce qui voulait dire en langage Erdogan, je veux réchauffer mes relations avec Israël. Et apparemment, Israël a d'autres chats à fouetter que les humeurs d'Erdogan et nous n'avons pas répondu à ces appels du pied. Donc, on pourrait trouver curieux, Hélène Greysheimer, la manière de procéder d'Erdogan. Certainement. Mais écoutez, c'est un personnage dont on pourrait dire bien des choses. Bottom line, s'il veut, avec cette affaire et la libération, réchauffer les relations avec Israël, la Turquie est un pays quand même important au Moyen-Orient, qui nous concerne, qui nous intéresse. S'il veut réchauffer ses relations avec Israël, ça ne peut être que positif. Mais il avait une drôle de manière de le faire et ce sont beaucoup de points d'interrogation que Et dans la presse israélienne, dans les médias israéliens. Comment réagit l'opposition de droite à cette issue positive de cette affaire un peu rocambolesque? Écoutez, ils sont contents que le couple Oknin ait été libéré, mais ils ne sont pas très contents que le tandem Bennett-Lapid ait réussi finalement un très beau coup avec cette libération. Ils ont tendance à dire que nous avons trop supplié Erdogan, nous lui avons trop donné, etc., etc. Mais enfin, malgré tout, comme l'argument principal de l'opposition et du Likoud a été que Netanyahou était formidable et arrivait à faire des choses incroyables en raison de ses liens personnels avec les hommes d'État, voilà que Bennett et Lapid lui rendent en quelque sorte la monnaie de sa pièce. C'est assez amusant, assez intéressant. Le plus important est que ce couple très sympathique soit revenu dans leur maison et chez leurs proches, mais au travers d'un imbroglio, disons, digne de John le Carré, qui, disons, ne renforce pas beaucoup l'image du président turc, il faut bien le dire. On va terminer, Hélène Greysheimer, avec le coronavirus et la campagne de vaccination des enfants israéliens âgés de 5 à 12 ans qui va démarrer en ce début de semaine. Un mot peut-être à la fois sur l'évolution de la situation. Bennett expliquait hier que, a priori, de nouvelles restrictions ne seraient pas prises dans les prochaines semaines. Est-ce que ça peut néanmoins avoir une incidence sur l'ouverture large de l'aéroport Ben Gurion et donc du territoire israélien aux touristes vaccinés, aux touristes étrangers vaccinés? Non, je ne crois pas que ça aura une influence là-dessus. Oui, il semblerait quand même que les enfants jouent un rôle important dans la contamination. Et donc, c'est très bien qu'Israël encourage les parents à faire vacciner les enfants de 5 à 12 ans. On voit d'après la réaction des parents que ce n'est pas l'enthousiasme, par exemple, ce n'est pas l'enthousiasme qui a entouré la vaccination à 2 doses et même la 3e dose, le booster, non. Là, les parents se posent quand même des questions. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Ces enfants sont petits. Ils sont souvent asymptomatiques quand ils sont contaminés. Voilà. Alors, donc, ceci dit, j'entendais ce matin que comme on peut déjà s'inscrire, les vaccinations n'ont pas encore commencé, elles vont commencer demain.
déjà, on peut s'inscrire et il y a des milliers de parents qui ont inscrit leurs enfants. Mais je crois que ça ne sera pas une vaccination dans les dimensions de ce que nous avons connu avec les adultes jusqu'à présent. Merci beaucoup Ilan Greisamer. On peut réécouter votre semaine politique israélienne en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine Ilan. À bientôt.